Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire French Cluster sur la thématique des carrières inspirantes, avec comme sujet aujourd'hui un thème peu commun et qui nous tenait à cœur, qui est de l'Australie à la Californie, jusqu'où peut mener la boulangerie-pâtisserie. Donc, on va voir ensemble des témoignages et des récits de jeunes professionnels français, leurs expériences à l'étranger et leurs conseils pour les futurs expatriés. Nous aurons avec nous Émilie Giangreco, pâtissière à Los Angeles. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Euh, à nous tous. aurons, nous aurons Alex Matar, boulanger et tourier à Los Angeles. Bonjour Alex. Bonjour. Et nous aurons Vincent Reynaud, boulanger et tourier à Los Angeles également. Bonjour. Alors, ce webinaire est organisé par French Cluster. Juste en une minute, je vous explique qui sommes-nous. Donc, French Cluster est un pool d'experts français, francophones, basés aux États-Unis, possédant une parfaite connaissance du marché américain et souhaitant proposer une alternative unique et originale afin d'aider sa communauté à réussir. Sélectionnés par domaine d'activité pour leurs expériences et compétences hors pair, ils représentent chacun une expertise et sont un contact référent pour leur pair. Ils sont animés par la volonté de progresser et de faire progresser les autres. Les membres de French Cluster visent le leadership, ciblent l'excellence, tout en faisant la part belle à des valeurs humaines de fraternité et d'intégrité. Et notre leitmotiv, c'est French Cluster, donnant du sens à l'excellence. Vous pouvez bien sûr retrouver plus d'informations sur le site internet frenchcluster.com. Et c'est un réseau qui est une open community ouverte à toutes les nationalités francophones. Donc, ça peut être français, belge, québécois, pays d'Afrique francophone. C'est vraiment très ouvert. Tout ce qui nous unit, ce sont ces valeurs-là et surtout la volonté de réussir aux États-Unis. Donc, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous se présente pour raconter un peu son parcours et puis bien sûr, après, on va vous poser des questions. Alors, j'aimerais commencer par Émilie, si elle le veut bien, qu'elle raconte un petit peu ses études et son parcours et comment elle a pu arriver jusqu'à Los Angeles. Bien sûr, j'ai attaqué en CAP cuisine et finalement, j'étais plus attirée par la pâtisserie, donc j'ai fait un CAP pâtisserie. Suite à ça, j'ai fait une mention de dessert à l'assiette et j'ai voulu persister et m'améliorer davantage. Et donc, j'ai fait un BTM pâtissier sur 2 ans. Et après ça, j'ai fait plusieurs boulots. J'ai pris un CDI. J'ai quitté mon CDI parce que je voulais pas la routine qu'on peut avoir tous les jours. J'ai fait des saisons, plusieurs saisons. Et ensuite, l'étranger m'appelait. Alors, initialement, je voulais bosser en Écosse, mais finalement, ça a été autrement. Je suis allée en Amérique parce que j'ai cherché sur un site sûrement connu de beaucoup, c'est hôtellerie et restauration. J'ai vu un post sur Boston. C'était un couple français qui était depuis 7 ans à Boston et ils recherchaient. Donc, je les ai contactés. Ça a fonctionné. Et il y a eu Covid au milieu, donc ça a été retardé. J'ai mis 1 an à peu près pour y aller. Et une fois là-bas, c'était parti. Voilà. Merci Émilie. Ensuite, Vincent, s'il souhaite se présenter. Moi, j'ai commencé en 2010 par un CAP pâtissier. J'ai ensuite continué par un CAP boulanger, puis le BP et le BM, brevet de maîtrise. Et par la suite, donc, j'ai voulu partir en Australie directement. Et puis, suite à l'Australie, je suis parti aux États-Unis, à New York, puis la Polynésie française, Bora Bora, pour un hôtel de luxe. Et puis après, je me suis retrouvé à Los Angeles. Et donc, toutes ces expériences-là, j'ai pu les trouver via le site boulangerie.net. Voilà, voilà un petit Très résumé. intéressant. Et enfin, Alex. Alors, moi, j'ai fait un lycée professionnel, boulangerie-pâtisserie, donc en 3 ans. J'ai passé mon CAP boulanger et ensuite mon bac pro boulangerie-pâtisserie. Et après ça, j'ai décidé de faire un apprentissage, donc j'ai passé mon BP boulanger. Après avoir eu mon BP, j'ai bossé encore 2 ans en France, puis j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc, j'ai commencé par l'Espagne, où je suis resté 2 ans et demi.
Ensuite, je suis parti en Australie pendant 1 an. Puis, je suis parti aux États-Unis, à New York, à Miami et puis maintenant à Los Angeles. Et D'accord. pareil, du coup, pareil que Vincent, j'ai trouvé ça sur boulanger.net aussi, la plupart des offres. Ok, intéressant à savoir. Donc, qu'est-ce qui vous a chacun motivé de partir à l'étranger? Je veux dire, vous auriez pu très bien travailler en France aussi et continuer votre carrière dans votre pays d'origine. Donc, qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a motivé pour partir? Émilie. Du coup, je vais parler moi. Moi, c'était pour apprendre la langue essentiellement parce que je suis une catastrophe en anglais et c'était ça qui me motivait. Et en même temps, je me suis dit que ça allait être une expérience de dingue qui n'est pas accessible à tout le monde finalement. Tout à Voilà. fait. Et vous, les garçons? Bah, ouais, moi, c'était aussi, c'est vrai que la langue, l'anglais, je voulais vraiment apprendre cette langue. Et puis, il y avait aussi le côté de, euh, de montrer, promouvoir la boulangerie-pâtisserie française à l'étranger. Et ça, c'est vrai que c'était une grosse motivation. Et puis, le côté aventure également. Mhm. Voilà. Et moi, c'était plus par ennui. Je commençais un peu à tourner en rond là où j'étais en France. Et j'ai vu une offre en Espagne et je me suis dit, pourquoi pas tout recommencer quoi, et aller tenter une aventure en Espagne. Et au final, ouais, j'ai appris énormément là-bas. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. Mm. Et est-ce que vous êtes parti seul ou accompagné? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes vraiment parti vraiment tout seul? Toute seule pour moi. Vraiment toute seule, c'était l'aventure de A à Z et j'ai pas eu d'aide. Donc vraiment, je me suis débrouillée comme une chef, je peux le dire. En sachant que je parlais que anglais, donc, mon sponsor était anglais, donc j'ai toujours dû traiter avec eux et j'ai réussi. Alors, c'était jamais par téléphone, ils m'ont appelé une fois et j'ai réussi à leur dire que c'était quand même mieux par écrit parce que leur parler, c'était très compliqué. Donc, ils m'ont compris et donc tout a été fait par écrit. Et justement, ça m'amène quand même à une question aussi, c'est quelle a été la maîtrise des langues par rapport à... Enfin, je veux dire, vous avez décidé de partir à l'étranger sans forcément maîtriser la langue. Oui, c'est vrai, mais parce que j'aime relever les challenges et me suis dit que là, ça, c'était parfait comme challenge et je me suis dit, en fait, dans tous les cas, ça nous met dans une situation. Oui, Disons c'est qu'on est sortir en de sa zone de immersion. confort. Pardon? Disons qu'on est en immersion, quoi. On est obligé de. Voilà. Mm. Ouais, exactement. Et, yes. Et Vincent et Alex, vous êtes partis tout seuls aussi? Moi, j'ai commencé tout seul, tout ce qui est Australie, New York, et puis Bora Bora, je me suis marié. Et donc, à Los Angeles, je suis ici avec ma femme. Et D'accord. moi, je suis parti tout seul en Espagne. Pareil, je parlais pas un mot d'espagnol, donc rien du tout. Et puis, au début, je communiquais un peu en anglais avec mon patron, qui lui est espagnol. Et il m'a dit que ici, c'était l'Espagne, il fallait parler espagnol, quoi. Donc, je me suis inscrit à l'école de langue là-bas. Et puis, en 4 mois, j'ai été fluent en espagnol. Oui. Et donc, ouais, tout seul pour l'Espagne. Et puis après, j'ai rencontré ma compagne et on a continué à voyager ensemble. Oui, donc déjà, ce que l'on peut retenir, c'est que finalement, quand on décide de sortir de sa zone de confort, comme dirait Émilie, finalement, la langue n'est pas forcément une barrière, puisque Alex a pris des cours, Émilie a réussi à se faire comprendre, Vincent s'est adapté aussi. Donc, au final, c'est pas parce qu'on maîtrise pas forcément une langue étrangère que l'on ne peut pas partir dans ce pays. Oui, Bien sûr. totalement. Après, ça fait Voilà. peur, c'est obligatoire, mais bon, quand ça fait peur, faut le faire en général, non? Alors, c'est sûrement un truc commun qui vous réunit, c'est qu'encore une fois, vous n'avez pas peur puisque vous êtes parti. Maintenant, on a aussi toujours parfois le doute de se dire, OK, mais est-ce que je vais trouver du boulot? Est-ce que vous pensez que le savoir-faire à la française est reconnu à l'international? Est-ce que vous l'avez constaté? Oui. Ouais, je pense aussi. Ouais.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a quand même des offres d'emploi partout dans le monde. Et ouais, on a un travail qui est quand même extrêmement reconnu, quoi. Donc on a de la chance d'être dans ce métier-là, quoi. Vous avez l'impression que quand vous dites que vous êtes une pâtissière ou un boulanger français, tout de suite, ça vous donne un avantage par rapport à quelqu'un qui ne serait pas français? Totalement, je trouve. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des personnes non françaises aussi, donc qui Ouais. travaillent par exemple aux États-Unis ou en Espagne ou peu importe, qui sont aussi très très bonnes parce que ils ont énormément travaillé, ils ont étudié aussi. Mais c'est vrai que nous en France, on a la chance d'avoir l'apprentissage et le savoir-faire français, et c'est vrai que enfin, c'est quand même pas mal reconnu. D'accord. Pour vous, ça a été une force. Ouais. Ouais. Mhm. On va en venir à vos feedbacks, à vos retours d'expérience. Et là, vraiment, n'hésitez pas à raconter les hauts et les bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, a été, par exemple, le plus marquant? Peut-être un moment, on va déjà commencer par les moments difficiles. Est-ce qu'il y a eu des moments en disant, bon, ok, je suis expatriée ou je vais m'expatrier, donc avant ou pendant l'expatriation, où vous vous êtes dit, c'est trop dur, j'y arriverai pas, et comment vous avez fait pour rebondir après ça? Pardon, c'était à moi. Pour rebondir, moi, c'est mon début d'année qui a été très compliqué. Ça se Mhm. passait très très mal avec ma patronne. On ne s'entendait pas du tout sur la première semaine. Elle me l'a tout de suite fait comprendre et je lui ai également je lui ai également partagé mon ressenti. J'ai persisté parce que je me suis dit que j'avais déplacé, quoi, je m'étais déplacée jusqu'à là-bas, donc c'était dommage de lâcher prise au bout d'une semaine. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le décalage avec la France. Et mine de rien, ben, ma famille et mes amis me manquaient et j'étais dans un univers qui n'est totalement inconnu. Donc, c'est très inconfortable. J'arrivais dans un endroit où il faisait très froid. Mine de rien, on dit oui, bon, c'est pas grave. Mais je suis sudiste et j'allais à Boston au mois de janvier, donc il faisait du -30. Et moi, chez moi, dans le sud, il faisait 15. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça joue sur le mental et puis le travail avec qui ça se passe pas très bien. Je sais qu'un deuxième Français devait arriver dans ma boîte. Donc, je me suis dit, c'était ma carotte. Je me suis dit, je vais attendre ce deuxième Français pour voir si ça va pas un peu apaiser les tensions. Bon, ça n'a pas apaisé les tensions. Elle a été violente physiquement et verbalement avec moi. Donc, suite à ça, j'ai un peu explosé tout en étant respectueuse et ça lui a pas plu, ce que je comprends. Et donc, elle m'a licenciée sur un jour de congé. Et c'est vrai que suite à ça, ça a été un peu déroutant parce que finalement, je me suis rendu compte que le sponsor, il ne m'a pas du tout aidé, en sachant que normalement, le sponsor est là pour nous aider, mais il n'était pas présent. Il a été présent pour mes employeurs, mais pas pour moi. Et c'est mon collègue qui était arrivé dans la boîte en second qui lui aussi est parti. Et c'est lui qui a trouvé un poste à Los Angeles et qui m'a dit, écoute, Émilie, elle est prête à te prendre à Los Angeles. Donc, si tu veux. Et moi, j'étais rentrée en France entre-temps parce que je devais rester 30 jours et j'étais arrivée au-delà de mes 30 jours. Donc, j'étais rentrée en France. Et quand il m'a appelée, donc j'étais en France, il m'a dit, si tu veux, si tu es prête à continuer l'aventure, elle te prend à Los Angeles. J'ai dit, feu, on n'a qu'une vie. Et donc, je suis repartie. Et c'est ma nouvelle employeur, qui a tout géré. Elle m'a dit, je vais m'occuper du sponsor parce que le sponsor a fait n'importe quoi avec toi et il te fait payer des choses que tu n'as pas à payer. Donc voilà, donc elle a pris tout en charge et j'ai pris mon sac à dos et je suis repartie à Los Angeles. Voilà. D'accord. Donc finalement, ça a été une nouvelle opportunité qui s'est présentée, qui t'a permis de rebondir et finalement, C'est voilà, ça, de transformer cette situation difficile en nouvelle opportunité. exactement. Ouais, d'accord. Alex, par exemple, toi, tu as eu des moments un peu compliqués aussi? Moi, j'en ai eu deux. Ce qui me vient en tête, c'était en Espagne. Déjà, les peut-être 2, 3 premiers mois, c'était quand même compliqué puisque
j'avais pas de logement en fait encore. Je logeais à l'hôtel. Et donc, pareil, je parlais pas la langue, je connaissais vraiment personne. Je suis vraiment parti là-bas du jour au lendemain, quoi, sans connaître personne ni la langue. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur, vu que le travail aussi était quand même très dur. Mon patron était très exigeant. Et donc, pareil, je m'étais dit, bah, je peux rentrer. Au final, c'est facile de rentrer en France. Donc, si ça va pas, je peux rentrer. Mais j'avais un peu cette fierté de je vais pas rentrer maintenant, je vais quand même rester et essayer de prouver ce que je vaux, quoi. Et donc, au final, bah, je suis resté 2 ans et demi. Donc, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, il y a eu, quand j'étais à New York, je suis arrivé à New York en janvier 2020, je crois, donc juste avant le Covid. Et puis, ben, en mars, la boulangerie pour laquelle je travaillais a fermé. Donc, c'est vrai que je suis resté à New York 3, 4 mois sans boulot et je ne savais pas bah, s'il fallait que je rentre, s'il fallait que je reste, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, c'est vrai que cette période était un peu compliquée aussi. Ouais. Pardon, ce qui t'a permis de tenir après ça? Bah, en Espagne, c'était plus de la fierté. En fait, je voulais pas rentrer et affronter mes amis et mes parents. Ah, bah, t'es déjà là, quelque chose comme ça, quoi. Je voulais prouver que voilà, je suis parti et je suis assez doué pour rester. Donc ouais. Et puis après, à New York, bah, j'étais avec ma compagne, donc, qui elle est américaine. Et bon, je me suis dit, je vais quand même tenter une dernière fois de rester pour pouvoir rester avec elle, quoi. Donc, et c'est là où j'ai trouvé mon travail à Miami. Donc, au final, ça m'a plutôt porté chance de rester. Ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la résilience aussi, c'est qu'on lâche pas forcément à la première difficulté qui arrive, on s'accroche et finalement ça finit par payer. Mais on passe parfois par Bah, des c'est moments ça, ouais. compliqués. Bah, de toute façon, forcément, quand on part à l'étranger, il va forcément y avoir des moments où ça va être plus compliqué que si on était resté en France. Par exemple, le décès d'un proche ou des drames comme ça où on peut pas forcément rentrer. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Tout à fait, parce qu'on est loin, bien sûr. Mm. Et Vincent, toi, tu as eu des moments un peu difficiles aussi? Bah, je pense que c'est un petit peu similaire à Émilie et Alex. C'est vrai qu'il y a aussi, pour ma part, il y a peut-être le fait d'arriver dans une grande ville comme New York, par exemple, où bah, j'étais pas forcément habitué à ça. Et donc, bah, faut s'adapter. C'est vrai que les premières semaines sont pas non plus faciles. Mais après, il y a aussi le fait que bah, quand on arrive dans une grande ville, les loyers sont très chers. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, il faut vraiment anticiper au max pour ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Mais ouais, il y a aussi la barrière de la langue, la solitude parfois. Mais, euh, mais ouais, faut pas lâcher et finalement, on arrive à bien s'en sortir après, quoi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? D'avoir réussi à faire une année complète sans lâcher au moindre obstacle, en fait. Moi, c'est ça. De l'avoir fait de A à Z. Yes, Alex? Moi, je pense que c'est d'avoir rendu fier mes parents. C'est un peu gnangnan comme ça, mais c'est vrai que je sais que maintenant, ils sont fiers de moi, le fait que j'ai pu bah, voyager plusieurs fois. Je parle aussi bah, espagnol et anglais parfaitement, donc c'est vrai que c'est une fierté aussi. Et puis, le fait de justement avoir affronté ces passes difficiles et d'être toujours là et d'être toujours boulanger, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que je rejoins l'avis d'Alex et Émilie encore. C'est vrai que c'est une réussite personnelle et professionnelle. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de monde, on apprend de nouvelles organisations au boulot, de nouveaux produits, des nouveaux goûts. Et c'est vrai que
tout ça, quand on fait un petit résumé dans la tête, on est quand même fiers de nous, quoi. Tout à fait. Et pour s'intéresser un peu plus à votre quotidien, est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre de vie? Parce que on sait que ce sont des métiers où parfois vous avez des horaires un peu compliqués, pas forcément les mêmes jours de repos que tout le monde. Est-ce que vous avez, vous, en plus d'être expatrié, réussi à avoir un équilibre de vie entre vos activités sport, etc., et le travail? Pour ma part, oui, parce que je faisais en sorte d'avoir cet équilibre, parce que j'avais besoin de cet équilibre où je ne pouvais pas avoir une routine de boulot et rentrer à la maison et rester à la maison, parce que déjà, d'une, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, et donc ça serait dommage de rentrer et de rester enfermé chez soi. Donc, dès que je pouvais et que j'avais le temps, je partais en découverte de ce nouveau pays. Mhm. Parce que déjà, humainement, c'est quand même incroyable. On rencontre une culture différente de la nôtre. Donc, ouais. Et puis, les paysages sont différents également. Donc, ça fait que j'étais toujours rarement à la maison, finalement. D'accord. Et Alex? Euh, Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le sport et la boxe en particulier. Et en fait, j'ai toujours cherché à trouver un club et pouvoir avoir à chaque fois un peu de temps pour y aller et pour m'entraîner. Et pour moi, c'est un très bon moyen aussi, justement, de me mélanger aux locaux et de me faire des amis assez facilement parce que via ça, on crée quand même des bonnes relations et ça nous permet ensuite de découvrir la ville et de sortir avec ces personnes-là, quoi. D'accord. Et oui, puis d'ailleurs, on a fait un article sur ton activité sportive, Alex, qu'on peut retrouver sur le blog de French Luster. On s'est intéressé un petit peu à ton activité, ton parcours dans la boxe. Tu donnes des cours aussi, donc comme quoi effectivement, on peut arriver à concilier avec le fait, voilà, avec ce métier et le fait d'être expatrié. Ouais, c'est ça, ouais. Faut toujours essayer de. C'est vrai que des fois, quand on termine le travail, on se dit, bon, je suis un peu fatigué, je vais me poser devant la télé ou je vais dormir. Et au final, si on veut vraiment, comme Émilie, par exemple, le week-end, elle aurait pu rester à rien faire, mais elle préfère sortir, faire des randonnées et tout ça. C'est vrai qu'il faut des fois vaincre un peu cette flemme qu'on a après le travail et faire quelque chose qui nous plaît, quoi. Mm. Vincent, c'est le cas aussi? Moi, j'adore la musique. Donc, ouais, par-ci, par-là, je fais un petit peu de guitare, un peu de batterie, etc. Mais c'est vrai que il y a énormément de randonnées à faire. Los Angeles, c'est vraiment énorme. Et on a Mm. aussi énormément d'activités insolites. Euh, Ça peut être un apéro sur un petit boat, un petit bateau. Euh, des petites Mm. choses comme ça, ou même Alex qui a fait un cours de... c'était des sorbets, c'est ça, hein? Des gelatos, ouais. Ouais, ouais. Des gelatos, ouais. Enfin, il y a plein de petits trucs qu'on peut retrouver dans des grandes villes qui sont sympas, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. D'accord. Quels seraient les principaux conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui verront la vidéo en replay, qui aimeraient partir à l'étranger, mais qui, comme vous peut-être au début, ne savent pas trop comment faire? Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez? Les sites qu'il faut regarder ou même modifier son CV, faire un résumé à l'américaine, enfin bref, qu'est-ce qui peut les aider? Moi, je dirais déjà de s'accrocher. C'est très Mm. important de s'accrocher, d'avoir du soutien. Moi, j'en ai pas forcément eu, mais d'en avoir, c'est important, je pense. Je pense que je serais peut-être allée plus loin si j'en avais eu. Mais, et en revanche, pour tout ce qui est CV et tout ça, mes patrons, ils me demandaient une lettre de motivation et je déteste faire des lettres de motivation, je pense comme beaucoup, parce que je trouve ça très impersonnel. Bref, je n'aime pas du tout. Et donc, j'ai pas fait une lettre comme on peut voir constamment. J'ai parlé avec mon cœur, avec des fautes d'orthographe. Je leur ai dit, voilà, j'ai tendance à faire des fautes d'orthographe, mais je suis efficace dans un laboratoire et laissez-moi vous le prouver. Et donc, en fait, c'est ça
qui a marché. Ils m'ont appelé directement, ou quoi, 2 semaines après. Ils nous ont dit on avait trouvé quelqu'un, on avait commencé les démarches avec lui. Et finalement, en fait, c'est votre lettre de motivation vous avez parlé avec votre cœur et ça s'est ressenti. Donc, c'est ça qui a matché. Donc, je pense que quand on part à l'étranger, certes, il faut quand même avoir un bagage, bien sûr, mais il faut aussi laisser parler son cœur, je pense. C'est important parce que déjà, les personnes ne nous voient pas réellement. Peut-être en visio, parce que j'ai eu un visio avec mes patrons, mais après le CV, la lettre de motivation. Donc, ouais, ouvrir son cœur, parler comme on a envie et dire qu'en fait, c'est vraiment pas faire une lettre de motivation comme on va voir de partout ou qu'on va chercher sur Internet, on va piocher à droite à gauche et on va faire une lettre de motif, mais qui ne sera pas la nôtre finalement. Voilà, c'est vraiment ouvrir son cœur, parler avec son cœur et dire pourquoi vous voulez faire l'aventure en fait. Et voilà, moi, c'est ce que je dis. Oui, donc tu parles d'authenticité, être authentique, Totalement. essayer d'être soi-même et de transmettre son envie de réussir et sa motivation. Voilà. C'est ça. Et être honnête aussi. L'honnêteté, je pense. Être transparent avec les employeurs parce que j'ai tout de suite dit, voilà, je ne parle pas un mot d'anglais. Et ils se sont dit, mais c'est pas grave. Ouais. Et après, ils ont été très agréables. Quand je suis arrivée, ils m'ont accueilli, ils m'ont guidée dès le départ. Mais oui, de s'ouvrir, être authentique. Ouais. Et c'est vrai que de ne pas se survendre, ça permet d'avoir de l'aide si on en a besoin. Il vaut mieux être honnête que mentir sur un CV, ça c'est sûr. Voilà, donc tout à fait. Après, est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir travaillé quelques années avant de s'expatrier pour avoir quelque chose à revendre, peut-être, une expérience? Oui, je pense. Il faut un minimum parce que quand on parle à l'étranger, les étrangers, alors pour notre cas, quoi, à Los Angeles, les garçons et moi, on avait des patrons français, donc ils connaissent les capacités qu'on a. Mais c'est vrai que peut-être pour des étrangers, quand ils vont embaucher une personne française, ils attendent à se savoir. Et c'est sûr que si on sort d'école, peut-être qu'on n'aura pas le savoir nécessaire si on n'avait pas bossé depuis quelques années chez un patron en tant qu'ouvrier. Tout à fait. Vincent, par exemple, est-ce que... ou Alex? Non, bah vas-y Vincent. Moi, je dirais plus pour anticiper au maximum, que ce soit démarche administrative, se documenter sur Internet. Il y a énormément de blogs, de pages où justement on donne plein de conseils à prendre ou à ne pas prendre. Et puis aussi économiser, mettre de l'argent de côté au maximum aussi pour éviter les mauvaises surprises. C'est Et vrai. puis, non, après, se laisser aller, quoi. Euh, passer le cap, y aller à fond, quoi. Mais oui, anticiper, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, les visas peuvent prendre du temps. Ouais, voilà. Ouais. Mhm. Pour toi, ça a pris combien de temps, par exemple? Moi, ça a pris 2 mois et demi, je crois. Et 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Donc, j'ai pu travailler juste un petit peu avant. Et voilà, c'est des petits imprévus comme ça qui peuvent impacter le côté financier, justement. Et justement, en parlant de côté financier, est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi un petit matelas de secours, quelques économies? Parce que quand on s'expatrie, il y a toujours des faux frais. Ouais, voilà. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que je disais il faut économiser au maximum euh, ouais, pour faire face à ces imprévus-là, quoi. Et oui. Et pas se lancer forcément trop dans l'aventure sans avoir un minimum de sécurité. Après, chacun se le voit, effectivement, mais Ouais. Après, il y a aussi des groupes sur Facebook, le Cercle des Français à Los Angeles, par exemple. C'est vrai que on peut retrouver des petits conseils par-ci, par-là, le prix des loyers, euh, le prix des cautions, le coût de Mhm. la vie, etc. C'est Mhm. plein de petites choses qui sont utiles, quoi. Mhm. Oui, il y a des forums intéressants. Bon, sur le site French Cluster, on a aussi mis quelques articles là-dessus.
pour les États-Unis du moins. Après, sur les autres pays, il faut chercher aussi des groupes Facebook. Mais par exemple, aux États-Unis, quand on arrive, on peut faire aucun crédit, il faut tout payer cash. On nous demande plus de caution que quelqu'un d'autre. Et si on n'a pas un peu de cash d'avance, c'est difficile. Après, on apprend qu'il faut construire un crédit score qui permet d'avoir une bonne note auprès des banques et des établissements de créance pour pouvoir avoir des cartes bancaires de crédit et donc rentrer un peu dans ce système bancaire américain. Donc, il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter à parler avec les personnes. Vous notamment, je veux dire, vous êtes sur LinkedIn, les futurs candidats à l'expatriation potentiellement peuvent vous trouver, vous demander 10 minutes d'appel pour quelques conseils ou un feedback. Bien C'est sûr. toujours bien d'être solidaire et de pouvoir transmettre l'expérience que vous avez eue, qui est très riche et qui peut être décisive pour des futurs expatriés. Ouais. Ouais. Et toi, Alex, quels sont les conseils que tu donnerais à ceux qui veulent partir? Moi, je rejoins Émilie et Vincent. C'est vrai que une belle lettre de motivation, c'est vraiment toujours un plus. Et au final, c'est ce qui accroche dès le départ, en fait, l'employeur, quoi. Quand il va ouvrir le mail, il va avoir la lettre de motivation, il va la lire et ensuite il regardera le CV. Donc, je pense que c'est important d'en avoir une belle. Et avec Vincent, ouais, c'est vrai qu'il faut se renseigner. Tout dépend où est-ce qu'on part, mais il faut se renseigner sur la situation du pays dans lequel on va, combien coûtent les loyers, combien est le salaire moyen pour un boulanger ou une pâtissière, un pâtissier, les transports, tout ce qui est impôts, tout ce qui est sécurité sociale aussi, la santé. Il y a plein de petits frais en fait que nous, Français, on les voit pas forcément, mais à l'étranger, il y a plusieurs choses qu'on doit payer en plus, quoi. Donc, ouais. Et je vois, il y a une question de Sévat pour le budget à prévoir avant un départ. Euh, Déjà, il faut prévoir le budget du visa si on part dans un pays où il faut un visa, ce qui peut être quand même assez élevé. Pour ma part, je pense mon J1, puisque j'ai fait deux visas comme Vincent, j'ai fait un J1 et maintenant je suis en E2 aux États-Unis. Donc, le J1, ça m'avait coûté dans les $3 000, je crois, puisque je l'avais payé en entier. Et le E2, ça m'avait coûté dans les 2 500, quelque chose comme ça. Donc, il faut quand même avoir les fonds nécessaires pour payer le visa. Et ensuite, il y a le billet d'avion. Ensuite, il y a le logement dès le départ. Est-ce qu'on va être dans un Airbnb? Est-ce qu'on va être dans un hôtel? Est-ce qu'on va directement trouver un logement? C'est vrai il y a plusieurs paramètres à voir et il faut vraiment se renseigner. C'est très important. Tout à fait. Et il faut donc prendre en compte ça. Alors après, vous avez dit quelque chose d'intéressant en tout début. Vous avez utilisé des sites Internet pour trouver votre job à l'étranger. Mhm. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus? C'était lesquels et comment ça s'est passé? Enfin, Euh, il y a boulangerie.net. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours fait avec ça. Euh, c'est un site où il y a vraiment des offres partout dans le monde, que ce soit en Mhm. France, dans les dom-toms, à l'étranger. Et puis, voilà. Après, il y a Journal des Palaces aussi, mais ça, c'est plus pour les hôtels. Euh, mais voilà, c'est les sites que Mhm. je connais. Mhm. Merci déjà. Et Émilie, Alex, vous en connaissez d'autres? oui, il y a hôtellerie et restauration, l'hôtellerie et la restauration. Et Mhm. après, je sais que j'ai deux amis à moi qui ont trouvé leur boulot à l'étranger en envoyant en fait un message via Instagram ou Facebook, un réseau social. Et bon, ils en ont envoyé plusieurs, mais ça a matché en fait. Ils ont trouvé leur travail comme ça. Intéressant. Les nouvelles façons de contacter des recruteurs via les réseaux sociaux. Non, c'est vrai. Moi, pareil, boulanger.net, c'est le site où j'ai toujours tout trouvé. Et comme les amis d'Emilie, en fait, à une période où je cherchais un nouveau travail à New York, j'envoyais des mails ou des DM aussi euh, à des boulangeries à New York pour vraiment bah,
pouvoir en parler à vraiment plusieurs. J'ai dû en envoyer peut-être 20, 30. Toujours une lettre de motivation, un CV, j'aimerais bien travailler chez vous. Et puis, la plupart du temps, ils répondent pas ou c'est négatif. Mais la plupart du temps aussi, il y a des chances d'avoir une réponse positive et de trouver un emploi via ça, quoi. C'est vrai que faut pas avoir peur en fait d'envoyer énormément de mails D'accord. et vraiment d'essayer de toucher un maximum de boulangeries, quoi. Oui, donc on avait une question de la part de Julie qui disait bonjour à tous, par rapport à vos expériences en France et dans le monde, comment le monde du travail dans votre secteur est différent à Los Angeles? Moi, je ne l'ai pas réellement senti différent parce que j'ai bossé avec énormément de Français finalement. Peut-être la seule différence, c'était au niveau des produits. Du moins, c'est ce que j'entendais souvent, des matières premières. Mais après, ma propre personne, je ne l'ai pas ressenti. Mais ouais, les matières premières, je dirais. D'accord, c'est-à-dire on ne travaille pas avec les mêmes matières premières, c'est ça qu'en France? Elles seront différentes. Peut-être que les garçons pourront plus répondre à la question que moi, mais parce qu'il me semble que j'ai déjà eu cette conversation avec Alex et Vincent. Ils m'ont souvent dit oui, c'est vrai par rapport aux farines et tout ça. Donc, je pense que les garçons sont plus aptes à répondre que moi. C'est vrai que les farines changent parce que importer de la farine française, ça coûte très cher, à mon avis, pour l'importer des États-Unis. Et puis, ils ont énormément de farine ici, donc les farines sont différentes. Le beurre aussi peut être différent. Les produits aussi demandés peuvent être différents. Il y a des choses qu'on va faire ici qu'en France, on ne ferait pas. Euh, Moi, je pense aussi à quelque chose qui est assez compliqué. Je pense que Vincent pourrait me rejoindre là-dessus. C'est aussi, il faut vraiment s'adapter à la main-d'œuvre locale, en fait. C'est vrai que, comme on en parlait avant, nous, on a quand même le savoir-faire français, on a cette rigueur au travail. Et ce que certaines personnes ici n'ont pas forcément, car ils ne sont pas passés par le même cursus scolaire que nous, ou n'ont pas les mêmes expériences que nous. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut être patient et essayer de leur montrer les bonnes choses. Donc ouais, je pense que c'est quand même un petit challenge. Ouais, Yes. Ouais. je rejoins ouais, l'avis de Émilie et Alex. C'est vrai que la gestion humaine est très compliquée. On a toutes les semaines des absences. Donc, faut faire face à ça, quoi. Faut toujours anticiper au maximum. Et puis, il y a aussi les matières premières. C'est vrai que elles sont pas toujours. Enfin, c'est différent. Mais on arrive quand même à s'adapter et à réussir à faire de bons produits quand même. Et c'est ça aussi la complexité de ça, quoi. C'est un petit challenge en plus, quoi. Au niveau du mode de management, par exemple, la façon dont vous êtes embauché, la façon dont vous pouvez être licencié, il y a aussi forcément des habitudes différentes, des règles, des lois différentes. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, Oui. Vas-y, Vincent, pardon. excuse-moi. Non, c'est vrai que les personnes, il me semble que le préavis en Californie doit être de 2 semaines, mais la plupart du temps, c'est pas vraiment respecté. Les personnes, si elles veulent partir, elles partent du jour au lendemain. Et donc, ça, c'est un peu ouais, un problème. Mais, euh, mais bon, après, on arrive quand même à retrouver des personnes assez rapidement, parfois. Mais voilà. D'accord. Du coup, j'en viens à la conclusion de notre webinaire parce que je pense que c'est sûrement dans la tête aussi de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous souhaitez revenir un jour en France? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Est-ce que peut-être vous resterez toujours à l'étranger ou pas? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire surtout? Voilà. Du coup, je vais commencer. Moi, je suis déjà rentrée en France parce que mon visa s'est terminé le 13 décembre. Donc, c'était une obligation de rentrer.
Et en rentrant en France, je m'étais dit que j'allais me poser et que j'allais construire une vie ici. Et finalement, ça me manque. L'étranger me manque. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer ici. J'étais malheureuse. J'avais le mal du pays finalement. C'était très, très compliqué, malgré que je revenais auprès des miens, de mes amis, ma famille, tout ce que je connais, mais finalement, j'étais mieux là-bas. Alors, je vais dire là-bas parce que pour l'instant, j'étais à Los Angeles, mais je pense que là-bas, c'est le monde en général. Donc, actuellement, je suis à nouveau en recherche de partir à l'étranger, n'importe où, celui qui répondra présent, mais à l'étranger, oui. Et les garçons? Vas-y, Alex. Moi, il me reste encore un an, un peu plus d'un an sur mon visa. Donc, rentrer en France pour le moment, c'est pas ce qui me passe par la tête. Mais, euh, mais non, en France, je pense pas. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'Espagne. Donc, s'il fallait que je parte des États-Unis, ce serait pour aller en Espagne. Mais ensuite, c'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment grand et je pense qu'il y a énormément de choses à faire ici dans le monde de la boulangerie. Donc, je ne sais pas. Rentrer en France, je pense pas. Rester aux États-Unis et peut-être essayer de construire quelque chose ici, ça peut être intéressant. Yes. Et Vincent? Pour moi, c'est pareil. Donc, il me reste plus d'un an de visa encore. Et avec Alex, on est donc sous le même visa. Enfin, sur le même visa. On n'est pas mariés. Non, pas encore. Mais c'est vrai qu'on peut renouveler ce visa qui peut être encore de 25 mois. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et Mm. puis, si jamais il y a un retour en France, ce serait peut-être rester dans le même domaine, mais plus peut-être dans le côté technico-commercial. Euh, Peut-être reprendre D'accord. une formation, je sais pas. Ça peut Mm. être un nouveau challenge. Mm. De toute façon, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort, vous avez fait énormément de kilomètres. Donc, quelque part, on sera ravis de vous suivre en tout cas et de voir quels seront vos prochains challenges et ou vos prochaines opportunités. En tout cas, merci d'avoir partagé vos expériences avec nous, avec ceux qui nous ont écoutés, avec ceux qui vous écouteront aussi, parce qu'on va déposer on va uploader cette vidéo, enfin ce webinaire sur YouTube. Ça permettra de pouvoir l'écouter et le rendre accessible à celles et ceux qui ont peut-être envie de franchir le pas, n'osent pas ou en rêvent. Voilà. En tout cas, bravo pour chacune de vos carrières, pour votre résilience. On sait bien que c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort et d'aller dans un autre pays, mais en même temps, ça paye. Et la preuve, c'est que vous avez des formidables carrières peut-être qui vous attendent encore derrière. Donc, voilà, au nom de l'équipe French Cluster, merci infiniment d'avoir partagé tout cela avec nous. Et Merci à toi. Merci à French Cluster, merci à Bérangère et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. merci à vous et à bientôt sur LA. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye.